Bienvenue sur Caribéenne et Scientifique. Je m'appelle Maïli, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens, mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Caribéenne et Scientifique. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui le parcours d'Aurélie Gernet. Aurélie est d'origine martiniquaise et elle est chercheuse postdoctorale en chimie médicinale à l'université Paris-Cité. Aurélie a obtenu son doctorat en 2020 en chimie organique et elle a réalisé ce doctorat à l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier. Dans cet épisode, Aurélie va vous présenter son parcours, mais aussi les défis qu'elle a dû relever. J'espère que vous allez apprécier cet épisode où Aurélie était très transparente et a essayé de donner le plus possible de conseils aux jeunes qui pourraient être intéressés par poursuivre en chimie organique. Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bonjour Aurélie, comment tu vas? Bonjour Maëlie, ça va et toi-même? Oui, ça va très bien. Je suis contente que tu aies accepté de faire partie du podcast. J'avais trouvé ton profil très intéressant sur LinkedIn et j'avais envie de partager un petit peu ce que tu avais fait et ton profil à la communauté caribéenne et scientifique. Donc, je vais d'abord te demander de te présenter et puis de nous dire un D'accord. petit peu qui tu es, pourquoi tu as choisi de faire des sciences, un petit peu qu'on apprenne un peu plus de toi. Ok, bah tout d'abord merci de m'avoir contacté parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir partager mon expérience, surtout en tant que Martiniquaise. Donc voilà, donc moi je suis Aurélie Gernet, j'ai 33 ans et je suis actuellement chercheuse postdoctorale sur Paris au LCBPT, donc qui est un laboratoire de chimie et biochimie pharmacologique et toxicologique. Donc dans l'équipe synthèse organique pour la recherche biomédicale. Donc là, ça fait 5 mois que que j'ai commencé ce postdoc-là, donc c'est mon deuxième postdoc. Et alors, je pourrais pas trop rentrer dans les détails de ce postdoc-là parce qu'il y a un brevet qui est en jeu et pour le moment, je sais pas encore trop ce que je peux dire et ce que je peux pas dire. Ouais, Ce que sans je peux problème. dire, c'est qu'en gros, je travaille sur la synthèse et le développement de nouveaux antiviraux, donc pour traiter la grippe A, en gros. Donc, Ok, ça marche. donc Super. voilà. Et du coup, pendant ta thèse, tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait, puisque là, tu es en postdoctorat, donc c'est ton Ouais. deuxième postdoctorat. Est-ce que tu peux nous dire un peu, enfin, même avant d'arriver à ta thèse, qu'est-ce que Ouais, tu avais... bah, ouais, je pense que je vais me présenter parce que je pensais pas que je serais arrivée jusque-là, donc je vais Mhm. reprendre un peu avant la thèse même. Oui, Euh, avec plaisir. donc je viens de la Martinique, donc j'ai fait toute ma scolarité en Martinique, j'ai eu mon bac en 2009, donc ça fait quelques années maintenant. On a le même âge, donc ça va. En 2009, donc un bac scientifique option mathématiques. Au bac, j'ai pas eu de mention et j'ai eu une Mhm. moyenne de 10,98. Donc, Mhm. j'aime bien préciser, je vais expliquer après pourquoi je D'accord. m'attache à préciser, à faire cette petite précision-là. Voilà, j'ai eu mon bac. Et après, je me suis dirigée vers les études de médecine. Moi, depuis le collège, j'avais toujours rêvé d'être pédiatre. Et pédiatre, plus spécifiquement en service néonatologie. Donc, je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment envie d'être pédiatre parce que j'aime beaucoup les bébés, les enfants, et je sais qu'à l'époque, je me disais toujours, mais moi, je conçois pas qu'un enfant ou un bébé puisse être malade et tout. Je voulais Mhm. Je apporter comprends. ma petite pierre à l'édifice, quoi. J'avais vraiment ça en tête. Donc, je me suis dirigée vers les études de médecine. À l'époque, c'était PCEM1 en Mhm. 2009. Oui, je me souviens, Donc, ça me euh, parle. j'ai suivi la première année. Donc, j'ai pas eu la première année. En médecine, c'est quelque chose d'assez courant de Mm. redoubler et du coup, entre guillemets, de réussir plus facilement, entre guillemets, en deuxième année. Sauf que manque de peau pour moi, je suis tombée en plein pendant la réforme. Ah oui, Du coup, quand j'ai redoublé, ça passait en PACES, ouais, avec les effectivement. études de pharmacie en plus. Et ce Mhm. qui fait qu'il y a plus de 50% du programme qui a changé. Donc, ça veut dire qu'on était doublant, mais pas vraiment doublant Ouais, il parce fallait tout qu'on n'avait pas trop réapprendre. Enfin, d'avantages, quoi. ouais, c'est ça, fallait réapprendre 50% du Exactement, programme, en ouais, fait. Mhm. exactement. C'est vrai que nous, en tant que doublants, la pilule, elle a eu un peu de mal à passer, quoi, Ouais, j'imagine. parce qu'on se sentait pas vraiment avantagé par rapport à ceux qui commençaient. Et c'est vrai que pendant cette année-là, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que est-ce que c'est fait pour moi, en fait, ce métier? Parce que je me suis rendu compte que j'idéalisais le métier et que je me rendais pas compte de ce qu'il fallait pour atteindre cet objectif-là, quoi.
Et donc, je commence à réfléchir et en fait, en PACES, le premier semestre, c'était un tronc commun et au deuxième semestre, on pouvait choisir dans quel concours on voulait s'inscrire. Donc, soit médecine, kiné, pharmacie, dentaire ou sage-femme. Et je me suis dit, bah, médecine, je crois que j'ai plus trop envie de faire ça. Donc, je m'étais réinscrite au concours de kiné et sage-femme. Mais pareil, je me suis réinscrite là-dedans, mais j'avais toujours ce petit truc en mode, mais est-ce que les études médicales, c'est vraiment fait pour moi, quoi? Et bon, j'étais déjà là-dedans, je me suis dit, on verra ce que ça donne au concours. Finalement, j'ai pas réussi au concours, donc il a fallu que je réfléchisse à ce que j'allais faire après. Faut savoir que quand j'étais en terminale, à l'époque, c'était admission post-bac, on devait faire des Mhm. choix. Oui, Donc, je me j'avais mis souviens. médecine en premier, évidemment, et puis comme fallait mettre en deuxième et en troisième choix, j'avais choisi un DUT de chimie ou alors un DUT de génie biologique. Ok. Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi ça à l'époque, c'est que j'étais intéressée par la police scientifique. Ok. Ouais, du coup, je me suis dit, bah, franchement, ça a l'air cool et tout. Donc, je vais mettre ça en choix secondaire. Et puis voilà. Donc après la médecine, c'est vrai que je me suis pas posée pour réfléchir à ce que j'allais véritablement faire. Et je me suis rappelé que j'avais mis ça en deuxième et troisième choix. Je me suis dit, bah, vas-y, je vais remettre ça, chimie, génie biologique. Et puis, on verra où je suis acceptée en premier. J'aimais bien la chimie, sans plus, mais j'aimais bien la chimie plus que la biologie. Donc vas-y, j'ai mis chimie en premier et puis génie bio en deuxième, quoi. Mais vraiment, comme ça, quoi. Donc j'ai été acceptée au DUT de chimie à l'IUT de Créteil-Vitry. Donc l'IUT se trouve à Vitry-sur-Seine. Donc c'est là que mon parcours en chimie a commencé. Donc du coup, ça veut dire prendre l'avion, aller en France Ah bah hexagonale oui, pour c'est clair. étudier. Donc voilà, Ouais. mode de vie totalement différent. Mhm. Donc ça veut dire laisser papa, maman, laisser la famille. Et donc après, donc, je commence le DUT de chimie. Donc première année classique avec pas mal de cours de chimie, chimie générale, chimie organique, théorique, enfin tout ce qui concerne la chimie. Et puis, au milieu de la première année, on nous parle de la formation par apprentissage en deuxième année. Donc, c'est possible de faire la deuxième année de DUT en apprentissage. Et c'est vrai que moi, j'avais un peu ce truc en tête. Je pense que j'étais pas la seule à l'époque de me dire, mais l'apprentissage, enfin, moi, enfin, j'avais vraiment cette vision en mode l'apprentissage, j'avais apprenti coiffeur, boulanger, pâtissier, machin, mais Ok, tu j'avais le pas, voyais comme ça, ouais, ok. je le voyais pas comme ça, en Ouais. fait. Ce qui est un peu, Mhm. en plus, c'est pas très bien parce que ça fait un peu dénigrer, les professions, mais j'avais vraiment cette image-là et c'est vrai que quand on nous a présenté la formation par apprentissage, avec la promo actuelle qui est venue nous parler de ce qu'ils faisaient, leur métier, enfin, leur entreprise d'accueil et tout, j'ai dit, mais ça a l'air vachement intéressant ce truc Ah et ouais, tout. non, c'est En clair. Moi, plus, j'ai fait de l'apprentissage. Je pense que c'était ma meilleure année, quoi, vraiment. ouais, J'ai trop aimé. mais franchement, ça m'a vraiment intéressée. Et puis j'avais ce truc en tête de me dire, ben moi, je suis venue en France hexagonale, mes parents roulent pas sur l'heure, donc j'ai dû faire un prêt étudiant. Je suis pas boursière parce que mes parents roulent pas sur l'or, mais ils gagnent suffisamment pour que je sois pas boursière. Donc, La mauvaise classe, quoi. ouais, exactement, c'est la pire classe, vraiment. Et du coup, j'avais ce truc de me dire, ben, ce serait quand même une année d'indépendance financière, ça soulagerait un peu mes parents. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Donc, j'ai postulé pour la formation par apprentissage, j'ai été acceptée. Donc, il a fallu que je cherche une entreprise d'accueil. Et après, ce qui est pas mal, c'est que on a la sécurité de se dire, ben, si on trouve pas d'entreprise d'accueil, on est quand même accepté en deuxième année dans la formation classique. Ok, ça c'était Donc, du bien. coup, Parce que ouais. tu vois, il y a maintenant, alors je sais pas si ça a changé, mais je sais qu'il y a certaines formations où si tu trouves pas, c'est mort. Tu Ben, te je vais débrouilles. parler de l'école d'ingé. L'école d'ingé, c'est comme ça, hein. C'est Je ça. vais en parler après, mais c'est comme ça. Et du coup, ben, moi, j'ai trouvé fin août, je crois, donc à la limite de la rentrée, j'ai trouvé parce que la rentrée pour les apprentis, c'était mi-septembre, je crois. Donc voilà, j'ai trouvé un peu à la limite. Et donc j'étais dans une entreprise de contrôle qualité sur les produits pétroliers, donc qui s'appelle SGS-OGC. Mhm. Et du coup, j'avais deux missions principales. Donc le travail de routine des produits. Donc produits pétroliers, ça pouvait être des essences, du gazole, du kérosène, des huiles, du pétrole. Enfin, vraiment un travail de routine d'analyse. Et à côté de ça, j'avais une mission aussi d'audit interne des techniciens chimistes. Parce que vu que c'est une entreprise de contrôle qualité, ils se doivent de faire des audits assez régulièrement pour vérifier que les techniciens ils respectent bien les normes des analyses qui sont en train d'effectuer. Et donc, donc c'était une expérience enrichissante, mais par contre, la partie audit, Ah, j'ai senti que sur ta voix là. non, en fait, c'est la partie que j'ai préférée, Ah mais ouais? c'était Ok. un peu impressionnant parce que, Ah en fait, ouais. t'es là, moi j'avais 21 ans, et tu dois auditer des gens qui ont 20 ans, 30 ans de Hmm. boîte.
c'est leur sûr. dire que, ben, en fait, j'ai lu la norme, ça, je pense que tu fais pas bien, ça, tu fais pas bien, parce que les gens, ils ont pris des habitudes et tout. C'est Donc, et clair, là, c'est un peu ouais. intimidant, quoi. C'est Mais en sûr. même temps, on apprend énormément sur soi, etc., quoi. Et puis, c'était enrichissant aussi parce que ça m'a permis de me rendre compte que je voulais absolument pas faire ça comme métier, C'est quoi. super important ce que tu dis, parce qu'en Exactement. fait, au moins, tu te dis que tu vas pas te tromper, tu sais que tu vas pas le faire, au lieu de te dire que oui, peut-être que je vais aimer. Non, t'as testé, t'as vu que t'as pas aimé, tu vas pas faire ça, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que quand C'est on sait pas important, trop ce qu'on veut faire, c'est pour ça que les stages, ils sont hyper importants parce que clairement. ça permet de savoir, ben, OK, ça j'aime bien, ça je veux pas faire ça, etc. Donc Ouais. là, je me suis dit, l'analyse chimique, c'est pas pour moi. J'ai bien aimé pendant un an parce que au moins j'ai découvert le monde du travail. J'avais jamais travaillé avant, donc même le côté entreprise, comment Mais s'organiser. oui, Et c'est là que j'ai appris aussi comment m'organiser parce que, en fait, quand on te donne une liste d'analyses à faire, on te dit, ben, pour la semaine prochaine, il faut faire tant d'analyses sur tel produit et tout, ben, faut que tu arrives à t'organiser pour te dire, ben, ça, je vais passer en priorité parce que ça prend de temps, ça, c'est assez rapide, etc. Et puis, je ne suis pas la seule à utiliser un appareil. Donc, franchement, ça m'a vraiment appris l'organisation et comment gérer ma journée, ma semaine, quoi, en gros. Ça, c'était important. Et donc ça, c'était pour le côté entreprise. Après, à côté de ça, côté école, je me suis rendu compte que je commençais beaucoup à aimer la chimie organique. Donc c'est vraiment là, je me suis dit, la chimie organique m'appelle. Je sens que j'aime bien, Ouais. etc. Donc je vais me diriger vers cette voie-là. Et puis après, il faut réfléchir à l'après, à ce que je vais faire après. Je savais pas trop. Et puis, dans la promo, c'était constitué une petite équipe. Bah, j'avais des copines et tout. Elles se sont dit, bah, pourquoi pas faire une école d'ingé? Moi, à l'époque, l'école d'ingé, enfin, j'envisageais pas du tout ça. Je sais que quand j'étais au lycée, il y avait des personnes de ma classe qui étaient vraiment intéressées par ça, qui ont fait prépa et tout. Mais moi, enfin, ça, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais je m'y suis jamais intéressée. Je vais plutôt dire ça dans ce sens-là, parce que moi, c'était médecine, médecine. Mais c'est vrai que j'ai commencé à en entendre parler, et puis j'entends qu'il y avait une école d'ingé qui m'intéressait, et en plus je voyais qu'ils proposaient une formation en apprentissage. Je me suis dit, ah, c'est cool, je pourrais continuer l'apprentissage en même Ouais, mais temps. oui. Et puis à côté de ça, il y avait une autre école qui m'intéressait encore plus et qui ouvrait cette année-là la formation en apprentissage. J'ai Ah fait, oui, punaise, ouais, il y a quelque chose. enfin, ouais, c'est ça, ça a l'air vraiment, vraiment cool et tout. Et puis avec des belles options et des bonnes formations en chimie organique, du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais me lancer là-dedans. Donc, pour la formation par apprentissage, ce qui est différent, c'est que ils ont un certain nombre de places pour les DUT, Ok, parce que c'est pas la voie classique hein, bien pour entrer sûr. en école Ouais, tout à d'ingé. fait. Et donc, en fait, il y a une première sélection sur dossier, et après, on te contacte pour un entretien de motivation. Et donc, du coup, la première sélection sur dossier, ben, forcément, elle se fait beaucoup sur les résultats du bac, de la terminale et de la première année de Hmm, DUT ok, chimie. maintenant je comprends le 10,98. Voilà. Et, et du coup, C'était ça, 10,98, tu m'as dit? ouais, ben, il y a ça. Et aussi, la première année de DUT, ben, j'avais des notes plutôt entre 11 et 12, quoi, ce qui est très moyen pour une école d'ingénieur. Et donc, c'est plus ça qui rentrait en ligne de mire plutôt que le premier semestre de la deuxième année où j'avais de meilleurs résultats, mais ils regardaient plus les résultats d'avant. Donc, malheureusement, j'ai pas été sélectionnée sur dossier. Ça a été très compliqué moralement parce que, en fait, on était quatre dans notre petit groupe de copines. Là, j'étais la seule à pas avoir été retenue sur Ah ouais, les quatre. Donc, effectivement. Ouais, en fait, ça, moralement, c'est chaud. c'était. Ouais, ça c'est chaud. J'ai eu beaucoup de mal à digérer parce que je l'ai vraiment pris en mode, mais pas que je suis Hmm. nulle, mais qu'en gros, je suis pas assez Ouais, tu mérites pas d'y active dans aller, cette quoi, en gros. voilà, c'est ça, dans cette formation-là. Donc ouais, ça a été très compliqué moralement. Faut se relever, je me suis relevée, j'ai continué. Exactement. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais continuer en licence, je vais suivre le cursus classique, licence master. Donc, je me suis inscrite en licence, donc directement en licence 3 à l'université Pierre et Marie Curie à Jussieu, à Paris. Et du coup, j'ai commencé la licence là. J'ai pris, donc au premier semestre, pareil, c'était un tronc commun. Deuxième semestre, j'avais choisi une option chimie organique fine de la molécule au médicament, donc plus axée vers la chimie organique appliquée à la santé, donc avec des notions de biologie, de pharmacocinétique, etc. Et à la fin de cette troisième année-là, j'ai fait un stage de 2 mois qui n'était pas du tout obligatoire, mais que je voulais faire pour me parfaire en synthèse organique à la paillasse, quoi. Et, euh, et du coup, comment j'ai rechoisi de tenter l'école d'ingé? Parce que j'étais vraiment dégoûtée, hein. J'étais vraiment dans un trou, mais je ne veux J'imagine. plus en entendre parler, quoi. Mhm. Et en fait, pendant cette année de licence,
en début d'année, je crois vers janvier, on avait un cours, je me rappelle plus ce que c'était exactement, où on devait contacter un ancien élève de la filière qu'on a choisie et l'interviewer, un peu ce que tu es en train de faire avec moi finalement. Donc l'interviewer, voir ce qu'il a fait, où ça l'a emmené, le métier Mhm. qu'il fait, etc. Et donc j'ai contacté un ancien élève alors qui faisait plus trop de la chimie organique. Je me rappelle plus pourquoi son profil m'avait intéressé, mais je l'ai recontacté. Et très sympa, il m'a répondu tout de suite. Il m'a dit, ben ouais, on peut aller se prendre un verre et puis je vais t'expliquer un petit peu et tout. Et on a discuté, il m'a raconté son parcours, etc. Et puis il me demande, ben moi, enfin, il m'a posé la question après, enfin, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je compte faire après, où je veux travailler, etc. Donc je lui dis que ben moi, j'aimerais bien faire de la chimie médicinale, donc la chimie appliquée, faire des composés à visée thérapeutique, quoi, grosso modo. Et je lui explique que j'avais tenté l'école d'ingé, mais que voilà, ça n'avait pas passé, machin. Et elle me dit, mais pourquoi tu ne retentes pas? Je lui dis, bah non, franchement, je suis trop dégoûtée, j'ai pas envie et tout. Et il m'explique aussi qu'en fait, il faut garder en tête que quand tu arrives sur le marché du travail après un bac plus 5, tu es aussi en concurrence avec des gens qui ont fait une école d'ingénieur et qui, en gros, en fait, les entreprises vont plus se diriger, c'est ce qu'il m'expliquait à l'époque, vers les gens qui ont fait l'école d'ingé parce qu'ils considèrent que leur formation, elle est différente. Parce que déjà, niveau pratique, enfin, ils ont une plus forte formation au niveau pratique. Et donc, du coup, il m'explique que les gens ont plus tendance à aller vers les gens d'école d'ingé, etc. Et c'est lui aussi qui commence à me parler de la thèse. Il me dit, mais tu sais que si tu veux rester en recherche, faudra penser à faire une thèse et tout. Je dis, mais moi, une thèse, enfin, Ouais. j'ai jamais envisagé ça, quoi. Je me dis, Mhm. mais non. Et du coup, donc, on discute, etc. Et c'est vrai qu'il a mis ce truc dans ma tête à me dire, mais c'est bon, Aurélie, enfin, en fait, c'est juste un dossier que tu as déposé. Au pire, Mhm. ben, je sais que je vais continuer en master. Au mieux, je suis prise. Au pire, je continue en master, quoi. C'est pas très grave. Mais c'est vrai que j'avais un tel coup au moral que Ouais, c'est c'était normal. compliqué. Puis finalement, j'ai dit, bah, vas-y, je vais repostuler. Donc, j'ai repostulé donc, à l'école de chimie de Montpellier, toujours par apprentissage, parce que moi, je m'étais dit, si je fais une école d'ingé, je veux absolument que ça soit Ah bah oui, dans parce que ce c'est sillon-là. cher les écoles d'ingé, hein, parce Ouais, que c'est ça. donc, Et puis, pareil, je me disais, ben, je veux ma stabilité financière, je veux soulager un peu mes parents, enfin voilà quoi. Donc, du coup, je repostule et j'ai aussi postulé à l'école des mines d'Albi Carmo, qui avait une forte option aussi en industrie pharma. Par contre, c'est plus côté industrie. Et, euh, et du coup, ma petite revanche personnelle, c'est que j'ai été retenue dans les deux écoles ah, trop après bien. son dossier. Donc Comme voilà, quoi, faut jamais abandonner. exactement. Et du coup, je suis allée aux entretiens pour les deux. Donc, je me suis déplacée pour l'école des mines d'Albi Carmo. Par contre, pour l'école de chimie de Montpellier, j'ai pas pu me déplacer parce que j'avais un examen ce jour-là. Donc, j'ai fait l'entretien en visio, qui est plutôt finalement un entretien de motivation, en fait. Ok. Parce que, en fait, les profs, ils veulent s'assurer qu'on sera capable de gérer le côté entreprise et le côté école. Et un truc que j'ai pas dit, c'est que, en fait, quand j'étais à l'IUT en alternance, j'étais en région parisienne à l'école, mon entreprise était en région parisienne, mais il faut quand même gérer l'alternance 2 semaines, 2 semaines. À Montpellier, il y aurait eu de fortes chances que je n'ai pas mon entreprise dans la même ville. Du coup, les profs, ils veulent vraiment s'assurer qu'on a des personnes capables de gérer les transitions école-entreprise. C'est vraiment plus un entretien de motivation. Normalement, quand on fait l'entretien sur place, on a aussi un examen blanc de TOEIC parce qu'ils veulent s'assurer qu'on a un bon niveau en anglais parce que l'école demande un 800 au TOEIC, je crois, pour valider le diplôme d'école d'ingé. Donc voilà. Donc moi, j'ai pas eu ce côté anglais parce que du coup, j'ai passé en visio l'entretien. Mais voilà, tout ça pour dire que du coup, j'ai été retenue après dans les deux écoles. Ouais, ça c'était trop bien. Mais c'est vrai que je penchais plus pour l'école de De Montpellier parce Montpellier, qu'ils ouais. avaient ce côté chimie organique et chimie santé qui m'intéressait. Donc là, maintenant, le plus gros enjeu, c'était de trouver une entreprise d'accueil. Mhm, bah oui. Parce que ça, c'est pas simple, parce que c'est une alternance sous 3 ans. Il y Mhm. a Ah, donc il très faut peu trouver une d'entreprises. entreprise sur 3 ans. Ah Exactement. ouais, c'est chaud. Ah, c'est Ouais. chaud. Alors déjà, trouver sur un an, c'est pas Déjà, simple, mais sur trois exactement, mais ans, sur 3 ans, c'est chaud. ouais. Il Ouais. y a très peu d'entreprises, en fait, qui connaissaient ce système et qui avaient déjà pris des apprentis sur 3 ans. Donc, fallait bien l'expliquer dans la lettre de motivation, dans le mail quand on contacte, parce que autant te dire que des offres, il n'y en avait pas. Donc, Bah c'était c'est surtout des sûr. Des candidatures candidatures spontanées spontanées, ouais. ou alors des contacts donnés par les profs. Sauf que moi, déjà, c'était compliqué parce que je savais déjà que je voulais de la chimie orga.
Donc j'avais des entreprises en tête, je voulais absolument faire de l'orga. Je me suis dit, c'est mort, je prends pas un truc que j'aime pas sur 3 ans. C'est pas Mhm. Ah non, possible. c'est clair. Ben Parce non. qu'en plus, ça te spécialise quelque part, puisque tu Tout à restes fait. au même endroit. Donc j'avais ça en tête, j'ai fait plein de candidatures spontanées, donc plutôt dans des grosses boîtes. Mi-juin, je reçois un mail d'une assistante RH de Servier et qui me propose un entretien. J'ai dit, ah ben trop, trop cool, ça a Ben l'air oui, bien. ouais. Mhm. Et en fait, j'ai été retenue chez Servier. J'ai eu un très bon feeling en plus avec eux, donc j'étais contente. Mhm. Et Puis c'est une grosse alors, boîte quand même, Servier. C'est pas, ouais, enfin ouais, voilà, c'est ouais, connu quoi. ouais. Ah oui, oui, c'est C'est pas, c'est une tu vois, grosse c'est boîte pas. assez connue, du coup. Et donc après, ce qui a été un peu stressant, c'est que moi, je suis rentrée l'été en Martinique, sauf qu'en fait, ils m'avaient pas encore donné un oui définitif, parce qu'en plus, bah, c'était les vacances, donc les gens sont aussi en vacances. Et en août, j'étais encore là à discuter avec l'assistante RH, mais en fait, je veux juste, enfin, une promesse d'embauche, me dire oui, ok, Mhm. parce que tant que j'ai C'est pas un oui, clair. je peux pas dire ça à l'école. Et si je le dis pas à Exactement. l'école, ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure là, l'école d'ingé, en fait, c'est pas comme à l'IUT. Si j'ai pas d'entreprise, ben, je rentre pas en formation classique, C'est hein, clair. Ouais. c'est que Mhm. j'ai rien du tout, en fait. Donc du coup, j'ai eu la réponse, ils m'ont donné, en fait, j'ai pu signer. Ah oui! L'école n'a pas accepté que je dise, mais en fait, on m'a dit oui. Ils n'ont pas accepté ça, en fait. Ils voulaient vraiment, genre, la signature du Ah contrat, bah oui, ouais, c'est qui est ça. totalement compréhensible, Mhm. mais bon. Mhm. Et du coup, j'ai pu avoir la signature qu'à la première semaine de septembre, ce qui fait que Ah j'ai oui, raté la première semaine de cours. ouais. Et je suis arrivée en deuxième semaine, quoi. Parce qu'on avait que 2 semaines de cours au début, donc qui correspondent aux 2 semaines d'intégration. Et voilà, on commençait les cours. Et après, on partait en entreprise. Ok. Et donc, après, le rythme d'alternance en première année, c'était à peu près 3 4 semaines entreprise-école. Donc, du coup, mon école était à Montpellier et moi, j'étais asservie à Croissy-sur-Seine, donc en région parisienne. Ah oui, donc tu avais deux logements, tu devais. Ah ouais, d'accord, ouais, C'est c'était ça, ça. c'est ça. Ouais. Alors, Mhm. j'avais mon logement en région parisienne et quand j'étais à Mhm. Montpellier, j'avais pas vraiment un logement. En fait, je louais une chambre chez l'habitant. D'accord. C'est une dame qui vivait très gentille, qui vivait toute seule avec son chien, Ah bah qui c'est avait une top. grande maison et avec une Ouais, chambre à l'étage. Et en fait, elle louait ses chambres à des étudiants. c'est bien. Ouais, en fait, c'était trop cool parce que en fait, il y avait énormément de passages. Donc, il y avait des étudiants de plusieurs nationalités qui départaient en Erasmus ou pour un stage. Et il y avait un étudiant qui était comme moi, qui était en alternance aussi. Et du coup, on se croisait Mhm. par moment. Donc, du Non, coup, c'est je payais mon super. logement que quand j'étais à Montpellier, en fait. Exactement. Mais tu vois, c'est bien que tu parles de ça parce que tu vois, s'il y a des étudiants qui écouteront le podcast Mm. et qui vont se dire, bon, comment je peux un peu m'organiser entre deux régions complètement différentes, ben, pensez aussi à louer chez l'habitant parce Ouais, qu'on ouais, il y a c'est cette. pas, on n'y pense pas forcément, tu vois, on va plus chercher un petit logement ou bien, je sais pas, on va postuler pour une petite résidence Ouais, universitaire c'est et c'est ça, vrai ouais. que ça, tu vois, moi, j'ai jamais pensé à faire ça. Mais Après, je pense que je sais même c'est, plus comment ça m'est venu, ce ouais. truc. Mais c'est bien, tu vois, parce que ça te permet aussi, même financièrement, de ne pas Ouais, ouais, c'est avoir, clair, tu ouais. vois, de loyer, etc. Mm. C'est compliqué sinon. Mm. Ouais, exactement, hein. Et j'étais la seule dans ma classe comme ça, parce que eux tous, ils Mm. avaient 2 logements. Ah, Donc, mais tu vois, mais ça, c'est chaud, hein, je trouve. Hein. parce que dans Franchement. ma classe, on était sur la promotion 14 en tout, donc on était 13 apprentis et un qui était en formation continue, pardon. C'est-à-dire qu'il avait déjà son métier et tout, et qu'il a voulu reprendre des études pour Ok. pour être ingénieur Ouais, donc chimie. les moments d'entreprise, il était dans son entreprise, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Mais il avait déjà son entreprise C'est d'accueil. ça, dans son L'avantage, entreprise, c'est qu'il dans n'a son pas eu à travail, chercher quoi. d'instructeur. Ouais, c'est ça. Mhm. Et du coup, sur Montpellier, il n'y en avait que deux qui avaient leur entreprise à À Montpellier, Montpellier, dans ouais, la bah région oui. de Montpellier. Mais sinon, tous les autres, on était dispersés aux 4 coins de la France, quoi. Donc, Ouais, et puis encore, t'étais sur Paris, ça va quand même, Paris-Montpellier en train, c'est ouais, faisable. Mais franchement, tu ça vois, va, les c'est gens qui direct. vont en Ouais. Bretagne ou je sais pas où, là, Après, il y en avait tu beaucoup vois. qui avaient leur voiture. Donc, souvent, Ouais, ça va aussi. Ouais, mais Paris-Montpellier en voiture, c'est chaud, je pense. ouais, c'est chaud, ouais. C'est- Mais bon. Mais ouais, on était un peu aux 4 coins de la France, quoi. Donc, Mhm. alors, la première année en école d'ingé, c'était assez éprouvant parce qu'on avait des très grosses journées. Et il faut savoir qu'on était la deuxième promo d'apprentis. Donc, je pense qu'il y avait un peu de rodage au niveau des profs, des cours et tout. Et je pense qu'ils se rendaient pas compte qu'on pouvait pas avoir la même quantité d'heures que ceux qui sont en formation normale parce qu'on n'est pas là tout le temps. Et en fait, je pense au début, ils ont eu un peu de mal à se mettre en place, ce qui fait qu'on avait des journées, mais genre quand on est en première année, dès qu'on était à l'école, on avait des journées de 8h, 18h. Ah Et ouais, c'était genre, c'est chaud.
Ouais, c'était parce que les cours, on a des examens, il y a des cours, des Mhm, fois on a des projets à faire. Enfin, c'est mhm. vraiment très éprouvant. Et puis quand on quitte les cours, on va en entreprise. Mais c'est ça, Souvent, on ouais. allait en entreprise, t'avais les autres étudiants qui nous disaient, bon, ben, bonnes vacances. On leur disait, mais en fait, on part pas en vacances, les gars. On va travailler parce qu'en plus, ils ont pas ce truc en tête de se dire, ben, nous, on a une journée de travail, mais quand on rentre chez nous, en fait, il faut qu'on révise parce que quand on retourne Mhm. à l'école, on a des examens qui arrivent, quoi. C'est ça, mais oui. Donc c'est, Non, le rythme n'est pas facile en alternance. ouais, Franchement, pour clairement l'avoir pas. fait 1 an, c'est quelque chose, faut vraiment être Ouais, ouais, motivé et savoir ce que tu exactement. veux faire parce que pour tenir, c'est chaud. Franchement. Exactement, ouais. Ouais. Et du coup, donc la première année, après la deuxième année, c'était un peu plus souple quand même. Ok. C'était moins éprouvant moralement. Et en deuxième année, par contre, les rythmes d'alternance se sont allongés forcément. Donc, Mhm. il y Oui, avait tout à fait. plutôt Ouais. entre 4 et 6 semaines, même des fois en Mhm. entreprise et à l'école. Et au deuxième semestre de la deuxième année, là, on a choisi une dominante. Donc, il y avait une dominante matériaux, environnement, enfin, je sais plus trop ce que c'était. Il y avait la dominante chimie-santé. Donc, moi, je choisi la dominante chimie-santé. Donc, il y avait plus de cours de chimie organique, de biologie, donc des notions de biologie, etc. Et après, par contre, la troisième année, c'est une troisième année classique de Master 2, donc 6 mois école et 6 mois en entreprise. Et il faut savoir que l'école où j'étais, ils demandaient de faire au moins 3 mois à l'étranger. Sauf que nous, en fait, vu qu'on est déjà dans une entreprise, donc soit ton entreprise peut te permettre de partir à l'étranger parce qu'ils ont une filiale à Mhm. l'étranger, et si ton entreprise n'a pas la possibilité de faire ça, tu peux partir en semestre en Erasmus. Ok. Donc, ça se fait forcément sur la dernière année. Alors, moi, chez Servier, ils m'offraient la possibilité en dernière année de partir à Budapest dans leur filière. Top. Sauf qu'en fait, ça m'intéressait pas trop dans le Ah, sens ok. où ce qu'ils me proposaient, c'était de faire 3 mois à Budapest et Ouais. de faire les 3 autres mois à Servier où j'étais actuellement. Ok. J'ai dit, mais en fait, moi, ça m'intéresse pas parce que, en fait, en dernière année, ce qui est bien, c'est d'avoir un projet sur 6 mois où tu vois le projet évoluer, Mhm. etc. Donc, faire Mhm. 3 mois à côté, 3 mois, je reviens sur un autre truc. Enfin, bon, ça m'intéresse moyennement, quoi. Ok. Donc, j'ai dit, bah, je vais partir en semestre en Erasmus sur ma dernière année. Et donc, je suis partie à Belfast, en Irlande du Nord. Et, Et là, tu es parti 6 mois du coup. ouais, 5 mois, septembre à 5 mois. janvier. Ok. Ouais. Et c'était trop bien. Ouais, mais j'imagine. Là, ben en fait, ce qui est bien, c'est que tu choisis tes cours déjà. Donc, Mhm. pour valider le nombre de crédits demandés. Donc, moi, j'avais choisi un cours de chimie organique, chimie inorganique, et aussi un autre cours qui était pas vraiment en cours, c'était un truc en mode projet de recherche où l'examen, entre guillemets, c'était de présenter un poster. Donc, en fait, présenter ce projet de recherche sur un poster. Donc, à la fin, il y avait une espèce de mini symposium, si tu veux, où on était dans un hall et on avait nos posters et puis les gens, ils venaient Ok. nous poser des questions, Ouais, quoi. c'est top. Ouais. Et il se trouve, en fait, que les cours que j'ai choisis, ils tombaient, genre, sans faire exprès, parce qu'on n'a pas l'emploi du temps au départ, ils tombaient lundi, mardi, mercredi. Donc, jeudi, vendredi, j'avais pas cours. Ah, c'est trop Donc, bien. du coup, ouais, franchement, c'était trop bien. C'était une expérience hyper enrichissante. Donc, à tous ceux qui écoutent, si vous avez l'occasion de partir en semestre à l'étranger, enfin, faites-le parce que, ben, Et déjà, ça, je voulais partir c'était... dans... Ouais, excuse-moi, je te coupe. C'était Vas-y. l'école qui organisait ça pour vous? Est-ce que vous avez dû chercher des choses ou est-ce que, tu vois, comment ça s'est un peu Alors, fait en fait, ben, forcément, l'école a un catalogue d'universités avec lesquelles ils ont l'habitude de faire des collaborations, donc on peut être aidé par ça. Ou sinon, ça peut être nous de nous-mêmes, on se dit, bah, il y a une université qui m'intéresse, mais là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs relations à mettre en œuvre, les démarches sont différentes, etc. Mais c'est faisable. Moi, je suis partie parce que, enfin, c'était possible avec l'école, ça existait déjà. Il y avait déjà une étudiante qui était partie, je lui avais posé des questions. Et, d'ailleurs, dans ma promo, il y a une autre fille de ma promo qui est partie avec moi, donc on était deux. Et je voulais absolument partir dans un pays anglophone pour m'améliorer en anglais, pour le TOEIC. Et du coup, ben, je suis partie à Belfast. Et, c'était une très bonne expérience. Et même ne serait-ce qu'avoir des cours en anglais de Ah, A mais à non, c'est clair. Z. Par C'est contre, c'est clair. hyper fatigant parce que ça demande beaucoup de concentration. Mhm. Parce que tu te dis que c'est pas que les cours, c'est la vie de tous les jours C'est aussi qui est en ça. anglais. Donc, et puis en Irlande du Nord, ils ont un petit accent, voilà quoi. Donc, donc ouais, et puis tu rencontres des gens qui viennent. En fait, on était logés dans un bâtiment avec plein d'Erasmus, donc tu rencontres des gens de divers horizons. Donc ouais, non, c'était une très belle expérience. Donc Non, mais c'est top. ça Et du c'est. coup, quand tu as terminé ton école d'ingénieur, est-ce que du coup,
Enfin, la thèse, comment ça s'est fait, la transition? Est-ce que tu as trouvé, Alors, tu vois... comment ça s'est fait? Faut savoir que, alors, comme j'ai dit, si je reviens sur la L3, quand j'ai commencé à discuter avec les gens autour de moi et qui m'ont conseillé de refaire l'école d'ingé, c'est là qu'ils ont commencé à me parler de la thèse. Et j'ai commencé à réfléchir à la thèse. Du coup, j'ai fait, bon, ok, je suis prise en école d'ingé, j'ai la thèse en tête, il faut que je fasse une thèse après et tout, etc. Quand je suis en école d'ingé et que je suis bien installée, que ça va bien, je me dis, mais jamais je fais une thèse. Moi, je me travaille et après. Enfin, c'est bon. Et puis, mine de rien, enfin, je serai à bac+5 sur le papier, mais en vrai, je suis à bac+8 parce que j'ai fait enfin, 2 fois médecine, une année de licence. Enfin, j'avais vraiment ce truc dans ma tête. Après l'école d'ingé, je fais une petite pause. Ouais. Si je dois faire une thèse, je vais voir si je peux pas commencer entre janvier et mars parce que j'avais vu que c'était possible et tout, mais je vais chercher du travail aussi, mais tranquille. Vraiment, Mhm. j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus et tout. Et puis, courant avril, mai par là, alors, en entreprise, on a un maître d'apprentissage, au même titre que le maître de stage, et on a aussi un tuteur pédagogique, donc il y a un prof de l'école qui nous suit pendant les 3 ans. Et en fait, mon tuteur pédagogique, qui était aussi mon prof de chimie organique, il m'appelle parce qu'on devait fixer la date de la soutenance, ou je sais plus pourquoi il m'avait appelé et tout. Puis il me dit, Aurélie, qu'est-ce que tu envisages, quoi, pour après? Est-ce que tu as commencé à réfléchir et tout? Donc, je lui explique que enfin, la thèse, pourquoi pas, mais que je veux commencer à tel moment, voilà. Et puis, je vais regarder un peu ce qu'il y a comme offre sur le marché, mais voilà. Et il me dit, alors, si tu veux faire une thèse, je te déconseille de commencer à ce moment-là, parce que du coup, ça fera déjà que tu t'inscris 4 fois à la fac. Ouais. Et en plus, il n'y en a pas énormément des offres Mm. de thèse qui En commencent à ce janvier, moment-là. ouais, c'est plutôt septembre-octobre. Donc, il m'a bien refroidi déjà. déjà. Et après, il me dit, bah, il se trouve qu'on a un doctorant qui doit soutenir là, en octobre, novembre, par là. Et en fait, j'ai un financement et je chercherai quelqu'un pour continuer. Donc, j'ai pensé à toi. Et voilà, donc il m'explique vraiment en surface, ça va être quoi le projet. Il me donne les coordonnées du doctorant et il me dit, bah, appelle-le, je pense qu'il sera plus amené de te présenter le projet, de discuter avec toi, etc. Donc j'ai dit, bah, ok. Donc j'ai envoyé un message au doctorant en question, et puis on a planifié un rendez-vous téléphonique, on a discuté. Donc très sympathique. Il m'a présenté le projet. Évidemment, il prêchait pour sa paroisse parce qu'il était hyper passionné Ben, par le c'est sûr, projet, hein. voilà, par ce qu'il faisait et tout. Et je me suis dit, c'est vrai que ça a l'air quand même assez intéressant. Et puis j'avais vraiment ce truc en tête à me dire, mais Aurélie, enfin, ton prof, tu le connais. Montpellier, tu connais, c'est ton école d'ingé, ça c'est la même école, enfin, l'environnement, tu connais. Le labo de recherche, tu l'as un peu vu vite fait. Enfin, pourquoi tu le ferais pas, quoi? C'est ça, ben oui. Donc voilà, c'est vrai que j'avais plus d'attaches en région parisienne, donc c'est vraiment ce truc-là qui me freinait. Je me suis dit, mais c'est pas une condition suffisante en fait. Donc, donc du coup, voilà, j'ai dit, bon, ben, banco, et puis c'est comme ça que je me suis retrouvée en thèse, mais Ok. j'avais aussi cette pression parce que le doctorant, quand on discutait, il m'a dit cette phrase. Il m'a dit, en gros, mon chef, qui me connaissait déjà, il m'a dit, il avait vu, je crois, 2, 3 candidats avant, et il m'a dit, si Aurélie dit oui, c'est elle que je prends. Et c'est vrai que ça met une pression parce que tu te dis, enfin, t'as pas envie de décevoir la personne. Tu te dis, bah, si elle dit ça, c'est qu'elle attend beaucoup de toi. Donc c'est vrai que ça met une certaine pression, quoi. Non, c'est sûr, c'est Donc, sûr. donc voilà, et puis je me suis retrouvée en thèse à Montpellier, du coup. Ok, ben super. Du coup, on discute. Là, on va passer à peut-être ta Ouais. thèse. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton sujet de thèse et quelques grands résultats que tu as pu, pardon, obtenir avec ta thèse? Alors, ma thèse portait, alors je vais dire le titre de ma thèse en espérant que je ne vais pas perdre des gens au passage. Donc, ça portait sur la synthèse de ligands phosphorés à chiralité axiale pour des applications en catalyse asymétrique. Ok, tu as perdu des gens, c'est sûr. Je me doute, mais bon, je vais essayer d'expliquer avec des mots simples, c'est pas toujours évident. En gros, Ça j'avais marche. 2 objectifs principaux pendant la thèse, c'est de synthétiser des ligands phosphorés, donc les ligands, c'est des molécules, hein, tout simplement, à chiralité axiale, donc qui ont une géométrie assez particulière. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Ben, dans le podcast de Sandra Beauvarley, elle nous avait expliqué ce que Oui, c'était la chiralité. Donc, effectivement, j'aime j'ai bien, tu écouté sais. et je me suis dit, mais, mais Voilà. ça me parle, ça.
C'est ça, on va faire comme à l'école, retourner Ouais, à l'épisode de Sandra pour exactement. savoir, elle a Donc défini. voilà, moi, Donc retourner sur l'épisode de Sandra. c'est ça. Donc moi, mon objectif, c'était de synthétiser ces molécules-là et dans un Mhm. second temps, les appliquer dans des réactions précises de catalyse asymétrique. Donc en gros, la catalyse asymétrique, en gros, on va faire une réaction chimique particulière. Donc ça peut être une réaction de réduction, par exemple, ou une hydrogénation, par exemple. Et en gros, on va vouloir contrôler un centre G stéréogène. Donc, en gros, on va vouloir obtenir une Ok, molécule en particulier. Et donc, en fonction du catalyseur, du ligand, pardon, qu'on va utiliser, en fonction du ligand qu'on va utiliser, mais on va pouvoir obtenir l'une ou l'autre des énantiomères. Donc, en gros, mon objectif, c'était de synthétiser ces molécules-là. Donc, dans le labo, ils avaient déjà une expertise là-dessus sur les ligands phosphorés. Ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus. Et donc, le but, c'était de développer une nouvelle catégorie de molécules avec des hétérocycles. Donc, moi, j'avais un hétérocycle particulier, donc on appelle des imidazopyridines. Donc, le premier objectif, ça a été de synthétiser les imidazopyridines en question. Donc, ça n'a pas été le plus compliqué parce que c'est des molécules qui sont largement décrites dans la littérature. Donc voilà, j'ai synthétisé plusieurs familles de ces molécules-là. Après, j'ai eu une première partie de méthodologie où je devais développer une méthode pour phosphoryler ces molécules-là, donc ajouter un atome de phosphore en gros sur cette molécule. Une fois que j'ai trouvé la méthode, du coup, synthétiser plusieurs composés avec différentes sources de phosphore, différents motifs d'imidazopyridine pour voir si, quand on rajoutait de l'encombrement stérique, la réaction elle fonctionnait toujours aussi bien. Et après ça, donc ça, entre guillemets, c'était la partie simple. Et donc, après ça, c'était synthétiser le ligand à proprement parler. Donc, le ligand, en fait, c'était des dimères d'imidazopyridine. Donc, en gros, tu as ton imidazopyridine et tu veux rajouter une liaison pour qu'il y ait, en gros, deux imidazopyridines, grosso modo. Donc, sur ok, le papier, ça a ok. l'air simple. En réalité, ça a été très compliqué parce que c'était le plus gros objectif de J'imagine. ma thèse. Et à l'époque, il n'y avait que deux publications, je crois, qui décrivaient la synthèse de Ah ces oui. composés-là. Et j'ai testé les méthodes qui étaient décrites dans les publics, ça n'a jamais fonctionné. Et donc, du coup, on a essayé de développer plein de méthodes, on a testé plusieurs types de métaux, de réactions, etc. On n'a jamais réussi à isoler les composés qui nous intéressaient. Et c'est vrai que moi, je suis un peu butée et obstinée. En fait, quand je me lance dans un truc, il faut que ça marche. Et comme Ouais. pour moi, c'était vraiment l'objectif de ma thèse, j'avais vraiment ce truc en mode, mais je me voyais pas écrire mon manuscrit, faire des tableaux de résultats à Mm, rallonge pour au final dire, en fait, j'ai jamais réussi à obtenir le proposé, quoi. mhm, Donc j'avais vraiment ce truc mhm. en tête, mais il faut vraiment que j'arrive à le faire, quoi. Et donc j'ai utilisé plein de méthodes, etc. Et même à un moment donné, mon directeur de thèse, il m'a dit, mais Aurélie, enfin, on va laisser tomber cette partie du projet parce que enfin, c'est bon, ça marche pas, faut l'accepter, quoi, en gros, grosso modo. Et j'ai dit, ok, mais je lançais mes petits trucs à côté. Tu sais, j'appelle ça un peu des Ok, manips de coin de paillasse, quoi. C'est, ok, je suis sur mon projet, j'avance à côté, mais je laisse cette manip-là qui tourne dans un coin de la paillasse parce que, bon, à côté de ça, ça, c'était l'objectif principal. Mais quand on a commencé à rencontrer des difficultés, on a toujours autour du noyau imidazopyridine, on a essayé de développer d'autres types de ligands, qui cette fois n'étaient pas des dimères, mais en faisant d'autres types de réactions, en rajoutant des groupements suffisamment encombrés pour faire en sorte qu'on observe cette chiralité axiale qu'on attendait. Et, euh, et donc, du coup, finalement, au début de ma troisième année, j'ai réussi à obtenir le composé en question. Alors, c'était pas phosphoré, du coup, mais j'ai quand même réussi à isoler le composé en question. Donc, c'était ma petite Hmm. satisfaction Ah oui, c'est personnelle, ça. clair. Donc, voilà, ça a été la plus grosse partie de ma thèse. Et à côté de ça, pour le Ok, côté applicatif, donc, c'était pas du tout de la chimie médicinale, hein, par contre. Donc, ok, c'était vraiment la chimie pour la chimie, grosso modo, pour faire avancer la ok, chimie. ouais. Et Mhm. donc, C'est plus de la chimie ouais, théorique, on va dire. grosso modo, ouais. Ok. Et donc, du coup, la deuxième partie, c'est la catalyse asymétrique. Donc, ce qu'on voulait, en gros, c'est, dans le meilleur des cas, ça aurait été d'utiliser les ligands que j'ai synthétisés dans des réactions de catalyse asymétrique. Donc, moi, j'ai pas réussi à développer mes ligands. Donc, j'ai quand même eu un côté catalysé asymétrique parce qu'on avait un maître de conf au labo qui travaillait sur un type de réaction. Et du coup, on a trouvé intéressant que je puisse travailler un peu avec lui. Comme ça, j'aurais eu cette partie catalyse asymétrique quand même dans ma thèse.
Donc lui, il travaillait sur la synthèse de énantiosélective de bêta-aminoalcool, donc des composés qui ont une fonction alcool et une fonction amine. Donc pour donner un exemple, par exemple, le salbutamol, qui est le principal actif de la ventoline, en Mm. gros, il y a cette Mhm. fonction-là. Et donc, c'est Ok. une réaction qu'on trouvait assez intéressante parce que c'est aussi un enjeu pharmaceutique, parce que là, on proposait de la synthétiser en une seule étape, alors que les bêta-aminoalcools, souvent, ça demande 2 ou 3 étapes pour les obtenir, sachant que au préalable, souvent, il faut préparer la matière première qui peut être longue et fastidieuse, en gros, et qui ne sera pas forcément stéréosélective. On va pas pouvoir contrôler facilement le centre stéréogène. Et donc là, on a mis en place une méthode énantiosélective en une seule étape à partir de réactifs commerciaux pour obtenir Mhm. les composés souhaités. Donc à partir d'un ligand, donc malheureusement, ce n'était pas un ligand que nous, on a synthétisé, mais on a quand même réussi à mettre au point cette réaction-là. Donc comme ça, j'ai pu Ok. avoir aussi dans ma thèse le côté applicatif des ligands, Ouais, même si ce tout n'était à pas avec mon fait. ligand, quoi. Ouais, ben oui. Et du coup, globalement, ta thèse, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as aimé? Parce que justement, tu nous disais que tu savais pas Ouais. vraiment si tu voulais faire une thèse. Enfin, comment ça s'est passé humainement? Est-ce que, parce qu'en thèse, on sait que c'est pas, enfin, pour être passé par une thèse, c'est pas facile. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as eu de grosses difficultés humaines, on va dire? Ou est-ce que ça a été, tu t'entendais bien avec tes directeurs, tout se passait bien? Alors, avec mon directeur, ben, ça se passait très bien. Il était assez disponible d'ailleurs. Donc, on n'avait pas des réunions programmées pour se voir présenter nos résultats, mais il était très disponible. Donc, si j'avais besoin de lui, il n'y avait pas de souci. Même quand il était à l'école en cours, il me disait, ben, tu peux venir me voir à l'école. Il y a pas... Quand il est en TP, enfin, il n'y a pas de problème et tout. L'environnement de travail, alors pour moi, il faut savoir que l'environnement de travail, c'est très important. Ça veut dire que limite pour moi, c'est même pas 50-50 projets environnement de travail, c'est limite 60% environnement de travail, 40% projet, parce que je pars du principe que si tu n'es pas dans un bon environnement de travail, ce n'est pas possible de fournir du bon travail. Ouais. Et il se trouve que bah, l'environnement de travail, bah, hyper bien, je m'entendais très bien avec les doctorants et postdoctorants de l'équipe, il y avait une bonne ambiance. Et c'est là aussi où c'est très important parce que les moments où la chimie marche pas, où tu es Ah bah oui, entre guillemets en dépression, ben, tu es quand même content d'aller dans c'est le clair, labo à hein. côté, de discuter avec un tel ou un tel, voilà, de tes problèmes, de la chimie, et puis même, je trouve que c'est aussi important de partager ce qu'on fait en chimie. Parce qu'en fait, quand on est en thèse, on a des œillères. Ça veut dire qu'on est dans notre projet Mhm. et limite, on Oui. oublie ce qui se fait à côté. Et c'est intéressant de discuter, même si c'est avec d'autres doctorants, mais de discuter, de dire, ben, tu vois, je travaille sur ça, mais je rencontre telle difficulté. Est-ce que tu aurais des propositions? Est-ce que tu vois quelque chose que je vois pas, hein? Peut-être que tu vas penser à un truc auquel j'ai pas pensé. Donc, je trouve que c'est hyper important Non, de mais discuter avec les clairement. gens, quoi. Clairement, je suis 100% d'accord avec toi. Et ça permet aussi de se libérer un peu l'esprit parce qu'on est dans sa tête et puis des fois on se dit ci, ça. Et quelqu'un peut te dire un petit truc. Moi, ça m'arrive en thèse, hein. Je parlais souvent parce qu'après j'avais fait parce qu'en fait, j'avais fait ma thèse à un endroit où j'avais fait déjà mon stage de M1. D'accord. Donc en fait, c'est des personnes que je connaissais. J'aimais beaucoup l'environnement. J'étais même devenu ami avec certaines personnes du laboratoire. Et je leur disais, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Même d'autres labos, hein. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et la personne te dit un truc un peu qui va pas te parler au début. Puis après, quand tu y repenses, ça te donne une Ouais, idée et tu vois que exactement. ça te débloque en Ouais, fait. exactement. Donc moi, j'ai eu beaucoup de petits déblocages comme ça, juste en discutant avec des personnes qui sont pas forcément dans mon domaine, hein, Mm, qui savent ce que je fais, mais qui ne sont pas forcément chimistes, analyticiens, précisément dans ce que je fais. Et franchement, ça, comme tu dis, c'est super tout à fait, important. ouais. Et franchement, au doctorant, c'est quelque chose qu'il faut vraiment conseiller parce que rester dans sa tête tout le temps Ah bah non, à c'est pas possible. se dire, c'est ça, se dire oui, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je devrais faire ça, c'est pas possible. Donc, Mm, 100% d'accord avec ouais, toi. exactement. Et puis, ben, à côté de ça aussi, pendant la thèse, alors, à l'époque, je crois que c'était le président de la Société chimique de France, je sais pas si c'est le président qu'on dit, etc., mais qui était dans le labo. Mhm, Et du coup, je faisais partie du réseau jeune de la Société chimique de France pour la région Occitanie-Méditerranée. Et sur l'année 2018-2019, j'étais trésorière. Et, euh, et il se trouve qu'en gros, tous les ans, ils organisent ce qu'on appelle les JMJC, donc les Journées méditerranéennes des jeunes chercheurs, et tous les 2 ans, ça tombait à Montpellier.
Donc c'est tombé sur l'année où j'étais trésorière, on organisait à Montpellier. Et même ça, c'est hyper enrichissant de te dire que tu as Mhm. participé à un congrès, en fait, à la Clairement. création d'un congrès, etc. Donc, vu que j'étais trésorière, c'était ben, établir un budget, aller voir des gens, ben, discuter pour avoir des financements, que ce soit de la région ou d'une entreprise qui va te donner un petit chèque pour t'aider pour le congrès, etc. Donc, c'est hyper enrichissant de te dire. Et puis même sur le CV, quoi, tu te dis, ben, j'ai organisé un congrès, quoi. Donc, C'est ça. T'es pas resté juste à faire. Enfin, c'est pas une critique, hein. Il y en a, ils peuvent pas faire plus que leur thèse parce ah que non, c'est peut-être trop clairement. compliqué. Ou enfin voilà, il y a des difficultés. Mais je me dis que je suis d'accord avec toi. Si on peut enrichir notre parcours et pouvoir en faire plus quand on est en thèse, c'est aussi bien parce que du coup, Exactement, ça nous ouais. donne des billes pour s'insérer plus facilement Mais par la en fait, suite. c'est une amie, je crois que c'était il y a 2 ans, une amie qui se posait la question de... Elle hésitait à faire une thèse et elle pesait un peu les pour et les contre. Et elle Mhm. me pose cette question, est-ce que pendant que tu faisais ta thèse, tu avais le temps de faire autre chose? Et pendant que je lui disais les choses, je me suis rendu compte de tout ce que je faisais pendant ma thèse. Je me dis, mais c'est fou, quoi. J'ai fait tellement... Ben, entre ça, le réseau jeune de la Société chimique de France, j'avais des choses à côté dans ma vie personnelle, j'avais des activités, enfin, qui prenaient quand même du temps. Enfin, il y avait plein de choses. Et puis même... même, on organisait des choses avec les doctorants. Enfin, je sais que chez nous, avec ben, les profs, maîtres de conf et tout, genre une fois par semaine, on allait jouer au foot tous ensemble. C'est un Ah, truc c'est con, bien mais ça. c'est tellement Franchement, important, je trouve, non, c'est dans bien. la vie de labo. Et Mhm. d'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé à m'intégrer quand je venais d'arriver, parce que dans mon équipe, on n'était pas très nombreux, en termes de doctorants, je veux dire. Et c'est vrai que j'allais tellement jouer souvent avec eux au foot que c'est comme ça que j'ai commencé à m'intégrer, dans une autre équipe Mhm. et tout, et c'est comme ça que j'ai Mhm. commencé à m'intégrer. Donc, Non, mais c'est bien. Et c'est important, c'est pour ça que je t'ai posé un peu la question, parce que la thèse, c'est pas juste tu fais tes ah manips non, et puis non, du voilà, c'est tout. une Ben, expérience avant ouais. tout humaine. Justement, c'est très Et important d'avoir des choses c'est à ça. côté parce que moi, notamment, je sais en milieu de deuxième année, j'ai eu une période personnelle assez compliquée. Et c'est vrai que la thèse, ben, ça m'a aidé dans le sens où j'ai même levé le matin à me dire, ben, j'ai ça, je vais avancer. L'environnement de travail me plaisait. Donc, franchement, ça me change les idées. Je faisais des grosses journées parce que je me disais, ben, au moins, j'ai ça pour me changer les idées, C'est j'ai des ça, t'as activités changé à les idées, côté et tout. ouais, Donc, exactement. Mm. non, c'est très Non, mais je suis important. totalement d'accord Mm. avec toi. Mm. Non, mais c'est top. Et du coup, maintenant, alors, tu fais quoi actuellement? Parce que du coup, alors, je sais que tu es en postdoc, Ouais. tu nous as dit, mais qu'est-ce que tu fais exactement dans le cadre de ton Alors, postdoc? Enfin, ah non, tu nous as dit que ouais, ouais, mais j'ai fait un tu peux postdoc pas trop avant parler du ça. J'ai fait un deuxième. postdoc avant ça. Voilà, c'est ça. Tu peux nous parler du Donc déjà, premier. après ma thèse, donc j'ai soutenu fin octobre 2020. Et ah oui, je voulais Ok. dire aussi, pendant la thèse, Pendant l'année Covid, oui, du coup. exactement, c'est ce que je voulais dire, Mm. parce que du coup, le Covid est tombé pendant ma troisième année de Mm. thèse. Mon Et en Dieu, fait, oh là moi, il faut là. savoir, je suis quelqu'un de très organisé, à avoir mon plan dans ma tête. Donc, je me suis dit, Aurélie, tu soutiens cette année-là. Je visais, il faut que je soutienne en octobre. Donc, je m'étais déjà fait mon petit plan dans ma tête. OK, faut que je remette le manuscrit au plus tard vers septembre. Donc, ça veut dire que ce serait bien que j'ai fini de rédiger début juillet. Comme ça laisse vraiment le temps à mon chef de lire, faire les corrections, etc. Je me suis dit, Aurélie, mi-avril au plus tard, tu commences, arrête, tu t'enfermes, tu rédiges. Covid, bonjour! Du coup. Du coup, j'ai dû complètement réorganiser mon truc. Et en fait, je me suis pris ça vraiment comme un challenge personnel. Quand on nous a dit on est confiné, je crois que c'était parti pour un mois ou 3 semaines, je sais plus, au tout début, on nous a dit. Et je me suis vraiment mis un truc en tête, comme on dit aux Antilles, je me suis mis un vouvon dans la tête vraiment à me dire, Aurélie, t'es confinée un mois, ça veut dire que quand tu sors, faut que tu aies fini de rédiger ta thèse. Ah J'ai vraiment mis ça ouais. en tête. Je me suis vraiment. Ah, Ah mais ouais, vraiment. Je me suis dit à la je te fin, donne un gros quand on te challenge. déconfine, faut que tu aies fini de rédiger ta thèse. Ouais. Après, c'est parti Mm. sur un mois et demi, mais j'ai vraiment gardé le truc en tête, Ok. puisqu'on est resté confiné un mois et demi, je crois. Mhm, Et en fait, j'ai mhm. commencé à rédiger au début du confinement. J'ai terminé de rédiger à la fin du confinement, donc j'ai rédigé. Mais en fait, c'était vraiment Punaise. un challenge Ben dis personnel, hein. donc. Ouais, ben oui, Et oui, je pense oui, que ça m'a oui, c'est aidé à top. tenir parce que, en fait, il y a des gens qui ont pu travailler, aller sur place sur leur lieu de travail pendant le Covid. Nous, on avait interdiction, en fait, d'aller au labo. Donc, en fait, j'ai ramené mon bureau chez moi. J'ai pris mes 2 écrans, j'ai pris tout ce que j'avais au labo parce que enfin, j'étais à 5 minutes à pied du labo. Donc, j'ai tout pris et j'ai fait vraiment mon poste de travail chez moi. Et pendant un mois et demi, j'ai rédigé ma thèse. À la fin, j'avais terminé de rédiger ma thèse. Ah Et en ouais. fait, ce qui est bien, je me suis rendu compte que dans ce sens-là, c'était pas mal parce que pendant que je rédigeais, je me suis rendu compte qu'il y avait des manips que j'avais pas faites et qui auraient pu être intéressantes. Donc pendant que je Mm, rédigeais, j'avais mhm. aussi ma petite feuille à côté
et je notais des manips que j'aurais faites une fois que je reviendrai au laboratoire. Donc, en fait, dans ce sens-là, ça a été plus un avantage pour moi. C'est ça que je dis, hein, sans rien, en fait. Donc, et du coup, ouais, donc c'était mon petit challenge personnel Mm. de rédiger pendant un mois et demi. Et puis voilà, après, enfin, on a été déconfinés et puis j'ai pu faire mes Et dernières tu as pu faire les manips, ouais, manips, c'est ça. les dernières manips qui te restaient. Non, mais c'est top, franchement, et c'est bien de le dire parce que ça permet aussi de se rendre compte que des fois, une difficulté, ben, on peut la tourner à son Ouais, avantage, en fait. Et c'est ce qu'il exactement. faut faire, hein, parce que sinon, si à chaque fois que tu as un truc difficile, parce qu'on en a, la vie, c'est fait de Mm, ça, hein, des hauts et des c'est bas. clair, Si, ouais. si quand tu as des bas, tu peux pas te dire, tu te dis pas, pardon, bon, qu'est-ce que je fais de ce bas-là? C'est chaud, quoi, parce que tu peux être dans un gros down et après, Ouais, enfin, déprimé, aller jusqu'au burn-out, etc. Donc, c'est bien que tu aies su faire ça et que du coup, ça t'ait permis en plus de te rendre compte que tu peux faire des choses en plus. Donc, non, c'est ouais, top. exactement. Bien. Et puis, après, donc j'ai soutenu ma thèse et puis ben, comme à la fin d'école d'ingé, je me suis dit non mais là il faut que je fasse une pause. Enfin, j'en peux plus et puis j'étais dans une période en fait, j'étais dans une période morale très compliquée. Je me suis dit faut que je fasse une pause là, j'en peux plus. Ça faisait 11 ans que j'étais dans des études du coup. Je me suis dit, ben là, faut que je coupe. Donc, j'ai pas cherché de travail tout de suite. Je suis rentrée, surtout qu'en plus, on était parti sur un deuxième confinement à ce moment-là. En fait, j'ai rédigé ma thèse et 5 jours après, on avait le deuxième confinement. Donc même ça aussi, ça a été une très grosse source de stress parce que je savais pas si j'aurais pu Mhm. soutenir dans des conditions normales. Et pour moi, c'était Bien pas sûr. absolument pas envisageable que je soutienne ma thèse en visio. Pour moi, c'était pas du tout entendable, quoi. Donc, Dieu merci, j'ai pu soutenir dans des conditions à peu près normales avec ma famille. Et tout. Mais voilà, donc j'ai fait une petite pause. Je suis rentrée un bon mois aux Antilles. J'ai fait les fêtes de fin d'année Ok. là-bas. Enfin, j'avais besoin vraiment. Et j'ai commencé à véritablement chercher du travail courant janvier 2021. Alors après, j'ai cherché, mais en fait, je postulais pas pour postuler. C'est-à-dire que vu que j'avais besoin aussi de cette pause, je regardais les offres. S'il y avait un truc qui m'intéressait vraiment, là, je postulais. Ce qui fait que j'ai pas postulé énormément. J'ai eu quelques entretiens qui n'ont pas abouti tout de suite, donc le temps passe, etc. Et puis, c'est vrai que plus le temps passe, plus tu commences à te questionner, à te dire, mais putain, je trouve pas, j'ai quand même fait une thèse et tout, je comprends pas que j'ai encore rien trouvé, etc. Et puis, courant septembre, je me rappelle, j'avais eu un entretien où j'avais eu cette question où on m'avait demandé, mais comment ça se fait que vous n'ayez encore rien trouvé alors que, en fait, j'avais soutenu, ça faisait presque un an que j'avais soutenu, en fait. Même si j'avais commencé à chercher du travail vraiment à partir de janvier, mais théoriquement, ça faisait presque un an que j'avais soutenu et tout. Et c'est vrai que sur le coup, ça m'a un peu titillé. Enfin, j'ai répondu, hein, honnêtement, mais ça m'a un peu titillé. C'est quand je suis rentrée, surtout que j'étais dans une période compliquée, j'ai commencé à me remettre en question, à me dire, mais c'est vrai, quoi. Et puis, en fait, vu que j'ai encore rien, je n'ai toujours rien, donc on va continuer à me poser cette question. Donc ouais, c'est un peu stressant. Et début novembre, la deuxième semaine de novembre, j'avais 2 entretiens dans la même semaine. Je me rappelle, c'est un mardi et un jeudi, du coup. Et en fait, je m'étais dit, mentalement, c'est trop compliqué. Donc, je fais ces 2 entretiens-là et j'avais pris ma décision. Je me suis dit, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, j'arrête pour le moment parce que, en fait, mentalement, j'en peux plus. Là, je suis dans une période trop compliquée. Il faut que je prenne le temps pour moi, que je prenne le temps de souffler, de me remettre, voilà, personnellement et tout. Parce que là, c'est pas possible. Et en fait, j'ai eu cet entretien, donc le premier entretien, donc là où j'ai été en postdoc, du coup, où j'ai eu un très bon feeling avec mon chef pendant l'entretien, tant au niveau de la personne qu'au niveau du projet, qui m'a beaucoup intéressé. Et puis, il y avait aussi ce côté que, en fait, j'ai passé l'entretien en novembre et il est arrivé en septembre en tant que prof dans l'équipe, il venait d'arriver. Et il y avait ce côté aussi qui m'a dit il y aurait des réorganisations du labo à faire, etc. Et moi, c'est tout ce que j'aime en fait. Je pense que si demain matin Mhm. on te dit en Ouais. réunion, on te donne un labo vide, faut que tu le remplisses, t'achètes des trucs, que tu aies ta petite équipe de chimie, tout, je Ouais. signe tout de suite quoi. Donc quand il m'a dit il y aurait eu ce côté réorganisation du labo et tout, c'est vrai que j'ai aimé en plus du projet et tout. Donc ça m'a particulièrement intéressé et puis j'ai Ok. été Non, mais c'est retenue top. là-bas. Et c'était combien de temps ce postdoc-là, du Alors, de coup? base, il m'a dit que ce serait un an renouvelable un an.
Parce en vrai, il avait un Ok, financement de 2 ans, mais je crois qu'il savait pas trop comment. Je sais plus ce qu'il m'avait dit, mais en tout cas, il m'avait dit ça serait 1 an et après renouvelable 1 an. Donc, en soi, je savais qu'entre guillemets, je partais pour 2 ans déjà. Et à la fin de à la fin de la deuxième année, il m'a dit il y a un stagiaire qui devait arriver sur ce sur quoi je travaillais, et il n'avait pas réalisé en fait mon chef que je terminais bientôt. Et du coup, il m'a dit, ouais, bah, du coup, le stagiaire, il sera seul. Et il m'a dit, bah, il me reste des sous. Est-ce que ça te dit que je te prolonge jusqu'à fin juillet? Donc, j'ai dit, bah, oui, je vais pas dire non, hein. Donc, c'est donc, du coup, clair. je suis restée. Et le projet, alors, ça portait sur la photopharmacologie. C'était un projet de chimie, purement chimie médicinale, du coup. Donc, mon projet consistait à synthétiser des inhibiteurs photocommutables pour étendre le champ d'application de la photopharmacologie à une nouvelle classe d'anticancéreux. Parce que l'équipe, en fait, c'est une équipe CNRS et INSERM, et donc Ok, avec une forte expertise en oncologie. Donc, en gros, pour entrer un peu plus dans les détails, il faut savoir que les traitements actuels des cancers, pardon, consistent en l'administration d'une molécule bioactive. Le problème des traitements contre le cancer, c'est qu'ils sont pas très sélectifs et que du coup, ils génèrent énormément d'effets secondaires qu'on connaît très bien, la perte des cheveux, les vomissements, etc. Et aussi une résistance aux médicaments. La photopharmacologie, ça va consister en l'administration d'une prodrogue photosensible non toxique. Et donc, en gros, la combinaison de la prodrogue et de la lumière, ça va générer un composé bioactif. Et donc, l'avantage principal, hmm, ça va être le contrôle de la sélectivité. Donc, ce qui est intéressant, ok, c'est que c'est super intéressant, dans un ouais, processus normal de médicamenteux, tu vas donner au patient son médicament. Donc, c'est une molécule, un principe actif, donc une molécule qui est déjà active. Elle va faire son petit travail dans l'organisme. Si elle est sélective, tant mieux. Si elle n'est pas sélective, ben, elle va taper sur d'autres récepteurs et puis ça va engendrer des effets secondaires qu'on ne veut pas forcément. tout à Ils ne sont fait, pas très ouais. confortables pour les patients. Et puis après, ben, on va éliminer le médicament. Des fois, on en retrouve dans la nature aussi, dans les... Ben voilà, bien sûr, hein, ben donc oui, ça aussi, c'est un problème. C'est aussi un enjeu environnemental. Là où la photopharmacologie est intéressante, c'est qu'il y a deux moyens d'administration. Donc, soit tu vas activer d'abord ta molécule au moyen d'une source lumineuse, ensuite tu vas la donner au patient. Mais du coup, on perd un peu l'intérêt sélectif parce que du coup, quand tu donnes au patient le composé, il est déjà actif. Donc, à l'intérieur de ton corps, il fait le même travail qu'un médicament classique, normalement. Mais par contre, au niveau environnement, c'est plus intéressant parce que du coup, au niveau de son temps de demi-vie, il va repartir sous sa forme inactive. Donc du coup, l'environnement, il sera inactif. Le meilleur point, c'est l'enjeu de toutes les personnes, de tous les chercheurs qui travaillent en photopharmacologie, ce serait de faire des molécules qui sont activables plutôt dans le rouge, voire le proche infrarouge, parce qu'il y a une meilleure pénétration tissulaire, pardon. Et dans ce cas-là, tu pourrais donner au patient le médicament sous sa forme inactive. Ensuite, tu activerais au moyen d'une source lumineuse le composé directement à l'intérieur de l'organisme. Donc là, il ferait son ok, travail donc sélectivement. Et après, une fois que tu le relargues, ben, du coup, il est sous forme inactive parce que toi, tu ok. auras utilisé une autre longueur d'onde pour le désactiver. Ou alors, au bout d'un certain temps, ben, il va reprendre sa forme normale. Mais alors, c'est super intéressant, mais j'ai une question, comment vous faites pour activer avec la Alors, ça, partie c'est la lumière question, c'est la question de tout le monde. Alors, faut savoir qu'il existe, j'ai eu l'occasion de voir lors d'un workshop de l'INSERM, donc des gens qui étaient venus présenter des prototypes, ça existe des sondes qu'on fait passer dans l'organisme avec au bout de moins une petite lampe. Donc ça existe. Ils font aussi des espèces de patchs qui peuvent exister, que tu poses sur la peau comme ça avec des sources lumineuses. Donc ça existe Bah, et dis c'est des donc, j'ai choses, appris quelque chose ouais, et c'est des aujourd'hui. choses qui sont encore en étude et qui tendent à être développées. Donc ça, c'était pour le Ok, principe de la photopharmacologie. Et donc moi, mon travail, c'était de synthétiser une famille de molécules précises et de travailler autour de ces composés-là dans le but de les irradier donc dans le visible. Donc dans le visible, donc entre 400 et 800 nanomètres. L'intérêt pour nous, effectivement, c'est de se rapprocher du rouge. Donc c'est le plus intéressant. Donc moi, je faisais mes petites molécules, là, ma petite chimie. Ensuite, j'irradiais les composés avec plusieurs longueurs d'onde. Et en gros, je déterminais la longueur d'onde qui était la plus intéressante, la longueur d'onde pour laquelle j'obtenais maximum de l'autre isomère, en gros. Parce qu'en photopharmacologie, ce qu'on recherche, ce serait, donc dans le meilleur des cas, d'avoir une molécule inactive ou peu active dans sa forme stable. Une fois qu'on l'irradie, donc tu as une autre molécule qui a une autre conformation. Et dans le meilleur cas, ce serait que ça soit cet isomère-là qui soit actif, en gros.
Donc moi, mon travail, c'était vraiment la synthèse de composés, déterminer les propriétés de photoisomérisation, donc la meilleure longueur d'onde, etc. Et aussi en effectuant des modulations autour du composé pour être dans le plus proche, d'être proche du rouge, quoi, grosso modo. Non, mais c'est super intéressant. Ouais, franchement, c'était un truc hyper intéressant, surtout que quand j'ai commencé, en fait, il y avait juste un postdoc qui était dans l'ancien labo de mon chef à Rouen, qui travaillait là-dessus, mais sinon, c'était vraiment un nouveau truc, c'était un projet qui Ben commençait, donc il y avait oui, plein de choses bien à sûr. déblayer, et du coup, j'étais hyper autonome là-dessus, je pouvais faire plein de choses. D'ailleurs, Ouais. j'ai encore du mal à couper le cordon, je suis un peu au courant de comment ça avance. Ouais, ben oui, bien sûr. Même si là, tu es sur un autre projet dont effectivement tu nous as dit que tu peux pas Ouais, vraiment c'est trop en ça. parler, mais tu nous en as parlé au début, donc c'est Mm. bien. Mais ouais, tu restes toujours en contact et tu essayes de voir. Mais là, le deuxième postdoc, enfin ton Ouais. postdoc actuel, tu es toujours à Montpellier ou est-ce que là, tu es autre part? Alors non, non, ouais, j'ai oublié de dire que je suis revenue sur Paris après ma thèse. Et donc du coup, D'accord, ok, le postdoc dont je viens de parler, c'était à la faculté de pharmacie donc d'accord. anciennement Paris Descartes, mais qui est devenue université, Ah, je voilà. connais, oui. Et, Ouais, et en fait, le postdoc que je fais actuellement, donc c'est toujours Université Paris-Cité, qui est à 20 minutes à pied de ok. mon ancien labo, sur le Ah site de la oui, je faculté, c'est sur comprends. le site de la fac des sciences fondamentales et médicales. Et en fait, comment j'ai trouvé ce postdoc-là, c'est là où le réseau est hyper important. C'est que, en fait, Mhm, j'ai terminé en juillet là, dernier. Et en fait, début juillet, j'avais mon chef qui était dans un jury de master donc sur mhm, le site de la fac où je suis actuellement. Et en fait, dans le jury de master, il y avait ma chef actuelle. Et du coup, à la fin du jury, ils discutent ensemble, enfin voilà, ils prennent des nouvelles. Et puis elle dit, ben, je suis un peu en galère là parce que j'ai un financement qui commence en septembre et j'ai encore trouvé personne, il me faut un postdoc d'un an, etc. Et du coup, mon chef qui dit, ah ben, j'ai une postdoc justement qui termine et du coup qui cherche quelque chose, donc peut-être que ça l'intéresserait, je te donne ses coordonnées, etc. ouais, c'est Ouais, fou, c'est pour c'est ça que le top. réseau est hyper important Ouais. aussi. Ah ouais, c'est Et clair. Puis rester aussi en contact avec les gens comme ce que tu fais ah parce oui, que bien sûr, ouais. justement, ça permet, s'il y a d'autres opportunités, tu es au courant ou Ben, même exactement, pour ouais. discuter de tout et de rien, Mais quoi. d'ailleurs, Enfin, en voilà. chimie, Mm. la chimie organique, enfin le monde de la chimie organique est très petit. Et c'est quand j'étais en thèse, j'ai un ami qui a fait de mon école d'ingé, qui a fait sa thèse aussi à Montpellier, qui m'a fait remarquer une chose, c'est qu'en chimie organique, je parle surtout de l'académique, en chimie organique, lorsque tu vas faire une thèse à tel ou tel endroit ou en postdoc, etc., que tu vas travailler quelque part, tu dis pas je vais travailler dans tel labo, tu dis je vais travailler avec telle Ah personne oui, parce que avec en telle fait les personne. noms, Ouais. les gens, Mhm. il y a des gens hyper connus Oui. et forcément il y a des noms plus prestigieux que d'autres et du coup tu dis bah, j'ai travaillé dans l'équipe de Intel en fait et ça fonctionne énormément avec les noms. Oui, c'est vrai. Et, et du coup, donc de fil en aiguille, ben, ma chef actuelle, elle m'a envoyé un mail pour m'expliquer un peu le projet, etc. Après, on s'est eu au téléphone pour un entretien un petit peu informel, plutôt une discussion, quoi. Mhm. Et puis, c'est vrai que j'ai eu un bon feeling avec elle aussi au téléphone. C'est pour ça que c'est important de Ouais, se c'est fier important. à Mais ses sens, oui, quoi. ben oui, tout à fait. Et j'avais déjà eu l'occasion de la rencontrer lors de mon postdoc parce que j'avais participé à une journée de jeunes chercheurs où je présentais un poster. Et elle s'était arrêtée, elle m'avait posé des questions sur mon truc et tout, et je l'avais trouvé hyper sympathique, quoi, cette personne. Et du coup, là, quand on s'est re-eu au téléphone, je lui ai dit ça. Elle m'a dit qu'elle s'en rappelait pas trop. Ah oui. Mais en tout cas, quand je l'ai eu au téléphone, il était hyper sympathique. Enfin, le projet, il avait l'air sympa. Et puis, il y avait ce truc du brevet aussi, etc. Et puis, c'est surtout que c'était un postdoc d'un an. Parce que je me suis dit, j'ai pas envie de m'enliser dans des postdocs à rallonge. Ah non, c'est clair, J'ai c'est clair. 33 ans, j'aimerais bien me poser un petit peu, signer un CDI. Donc, quand il m'a Mhm. dit que c'était un an, j'ai dit, bah, écoute, Ouais, mais c'est pourquoi top. pas. Mais justement, par rapport à ce que tu dis, puisque là, on arrive un peu sur la Ouais, fin du dis-moi. podcast, est-ce que toi, tu te vois entrer est-ce que toi, tu te vois rentrer travailler en Martinique ou est-ce que tu préfères rester ben, en France hexagonale? Alors, tu m'aurais posé cette question il y a 5 6 ans, je t'aurais dit catégoriquement non, je n'ai pas envie de rentrer en Martinique. Maintenant, alors, mon nom ne s'est pas transformé en oui, mais il commence à se transformer en oui dans la mesure où je suis. Ok. Alors, il y a un gros inconvénient, c'est que si je veux rentrer, clairement, avec ce que je fais, c'est pas possible.
ou en tout cas, je n'ai Mhm. pas entendu parler d'un labo où je pourrais faire de la chimie Mhm. organique. Et dans les deux cas, c'est dommage. Donc, dans le premier cas, je peux pas rentrer parce que ben, j'ai pas envie de faire autre chose, parce que si je rentre, je suis obligée de me Mhm. réorienter. Et dans le deuxième cas, c'est dommage aussi parce que ça veut dire que peut-être qu'il y a quelque chose et que j'en ai pas entendu parler. Et ça aussi, c'est dommage parce que ça Mhm. veut dire qu'il n'y a pas eu de communication qui a été faite là-dessus. Mhm. Donc, non, j'ai pas spécialement envie de rentrer en Martinique parce que bah, déjà pour ce que je fais, enfin, ça sera très compliqué, voire impossible. Mais c'est vrai que si demain matin on me dit, ben Aurélie, il y a un labo de chimie qui va s'ouvrir en Martinique, tu pourras faire de la chimie organique et tout, est-ce que ça t'intéresserait? Ben, franchement, j'y réfléchirais Ok. beaucoup, quoi. Non, mais c'est bien que tu dises ça aussi parce que faut se rendre compte, et puis j'avais fait un post LinkedIn sur ça, que tout le monde ne pourra pas rentrer parce qu'il n'y a pas les spécialités de tout le monde, en fait, c'est pas possible. Exactement, ouais. Et il y a certes, enfin, on se dit que on travaille pendant un certain nombre d'années, tu as quand même envie, en tout cas pendant un certain temps, puisqu'après tu peux effectivement te réorienter au bout d'un certain temps si tu veux faire autre chose, ben, de quand même travailler dans ton Bah ouais, domaine. ouais, Tu bien n'as pas sûr, ouais. forcément envie et ni de te brader, ni, enfin voilà, donc je comprends tout à fait ton point de vue et franchement, c'est important que tu saches aussi toi ce que tu as envie de Ouais, faire. Mm. exactement. Et puis, il y a une période, il y avait un truc qui me saoulait un peu, j'en ai beaucoup parlé avec mes parents, c'est qu'il y a une période, t'entendais beaucoup aux Antilles, on te disait, oui, nos jeunes, ils partent faire des études et ils reviennent pas. Mm. Je dis, mais en fait, Mm, vous nous mm, mm. donnez pas la possibilité de revenir. Enfin, C'est clair. en fait, il y a Ouais. des choses, il y a des Mm, mm. métiers, les gens, ils peuvent revenir et c'est tant mieux. Mais il y en a d'autres, en fait, ils Exactement. peuvent pas, tout simplement, et on ne leur C'est donne pas ça. la Ou sinon, possibilité de rentrer. sinon, il faudra que tu crées ton Ouais, c'est métier et ça. créer un labo, ça se fait pas comme ça, Bah, quoi. déjà, ça se fait pas comme Donc, ça. Et puis, un labo de chimie, ça coûte très faut cher, des quoi. financements. Ça coûte très, très Exactement. cher. Donc, Exactement. mais ouais, je trouve ça vraiment dommage. Surtout qu'en plus, on a beaucoup de jeunes qui veulent rentrer et qui ne peuvent pas. J'ai Mhm. même vu des entreprises, C'est j'ai entendu ça. parler d'entreprises qui allaient chercher des gens en France hexagonale qui sont pas du tout antillais pour les faire Mhm. venir faire venir aux Antilles, pardon, alors que tu as des jeunes qui essaient de rentrer et qui n'y arrivent pas. Et je trouve ça Clairement. vraiment, vraiment dommage. Oui, ben, c'est pour ça que tu vois, j'ai créé aussi le podcast pour ça et même la Nuit caribéenne scientifique qui est en cours pour pouvoir en fait que nous au moins on ait une Mm, communauté, on sache ce que chacun fait exactement. et si par exemple je vois telle offre d'emploi qui passe, je vais me dire ah mais Aurélie m'a fait parler de ça dans le podcast, je vais lui demander même si c'est pas en Martinique, mais si c'est je sais pas aux États-Unis ou enfin tu vois, Ouais. c'est pas forcément un emploi dans la Caraïbe enfin que tu vas forcément trouver par rapport à ton domaine parce que comme tu dis, tu vas pas forcément trouver ça, exactement ce que tu veux faire, parce qu'on sait que le marché est quand même très Mm, limité. Enfin, faut pas se leurrer, quoi. exactement. Mais ça permet quand même de se créer un réseau et d'être au courant un peu de ce que chacun fait. Et justement, moi, je voulais te demander, est-ce que tu restes un peu au fait de l'actualité scientifique dans la Caraïbe? Est-ce que ça t'intéresse? Comment tu fais pour rester un peu au courant si ça t'intéresse? Alors, ça m'intéresse, mais j'avoue que je cherche pas les informations. Donc, si j'en entends parler, Ok. c'est tant mieux, je vais me renseigner là-dessus. Mais c'est vrai que je pense que j'ai pas cette curiosité de me dire, oui, est-ce que ça existe? Parce que Mhm. j'ai vraiment ce truc en tête de me dire, bah, de toute façon, ce que je fais, enfin, voilà, il y a Mhm. pas, il y a Parce pas que forcément. peut-être que tu l'as pas. Alors, j'ai dit Martinique, mais si c'est pas Martinique, est-ce que ça t'intéresserait de travailler dans Ouais, la alors Caraïbe? Parce que je pense qu'il y a des labos, tu vois, d'îles qui sont hmm. anglophones, où tu peux avoir des laboratoires où tu peux travailler dans le domaine dans lequel tu Alors, travailles. personnellement, étant donné que c'est pas une grande volonté de rentrer aux Antilles, si jamais je dois rentrer aux Antilles, ce sera en Martinique et pas autre part. Si j'avais catégoriquement envie vraiment de rentrer aux Antilles, j'aurais dit, ah, Ouais. vas-y, je prends un truc, même si c'est une île à côté, même si c'est en Mhm. Guadeloupe, hein, Ouais, je je prends comprends. et tout. Mais sauf que comme c'est pas une très grosse volonté de rentrer aux Antilles, si j'ai une opportunité, il faut que ça soit en Martinique, parce que bah, je connais personne d'autre sur les îles à côté, Mhm. donc voilà, ça Mhm. m'intéresse Non, pas. mais Après, c'est ma réponse c'est à super l'instant T. Peut-être intéressant. qu'elle peut changer l'année Non, mais prochaine, mais clairement. Clairement. Non, mais c'est super intéressant d'avoir ton point de vue parce que je pense que tout le monde doit un petit peu réfléchir enfin, à ce qu'il a envie de faire, en fait. C'est ça la ouais, bah, bien priorité. Enfin, sûr. c'est Ouais. pas parce qu'effectivement, parce qu'il y a un gros mouvement, tout le monde veut rentrer, Mais etc. ouais, j'ai beaucoup d'amis qui sont rentrés définitivement. Donc,
Oui, mais ça, alors moi je trouve que, tu vois, je minimise pas ça parce que c'est super important. Si on n'a pas de Mm, chercheurs locaux, de chercheurs antillais caribéens, ça va pas le faire non plus. Mais je pense qu'il faut aussi se rendre compte qu'il y a certaines personnes qui vont pas vouloir entrer ou qui ne peuvent pas mm. forcément. Et ça, c'est aussi bien quand même de pouvoir, tu vois, comme ce qu'on est en train de faire, interagir avec toi, savoir un peu ce que tu as fait parce que ça met quand même en valeur la Caraïbe, la Martinique de Oui, manière bien sûr, oui. générale, ne serait-ce que par ton parcours. Ouais. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Et ben, je te remercie beaucoup, Aurélie, pour ton temps Bah, je de t'en nous prie, hein. avoir ben, présenté ton parcours, ce que tu faisais, ce que tu fais, ta thèse. Enfin, tu as vraiment un parcours très riche, très intéressant. J'ai beaucoup pris plaisir à t'écouter et à voir un peu aussi toutes les difficultés que tu as pu rencontrer, comment tu t'es relevé de ça. Donc, Mm. franchement, bravo pour ton Bah, merci parcours. beaucoup. Et ben, si tu veux peut-être dire un petit mot pour terminer le podcast, je te laisse la parole. Alors, un petit mot, ce serait plutôt pour les jeunes, du coup, qui sont en demande et qui se questionnent par rapport à leur orientation. Ce serait plutôt ben, de ne pas hésiter à discuter avec les gens autour d'eux. Ça peut Mhm. être les professeurs à l'école, ça peut être tonton Tati qui travaille dans tel endroit, Clairement. etc. Donc, de ne pas hésiter à poser des questions. Et puis aussi, les personnes, ben, comme moi, tout simplement, quand on rentre chez nous aux Antilles, de pas hésiter, parce que j'ai commencé à le faire, enfin, je l'ai fait en février dernier quand je suis rentrée, à contacter des anciens profs de lycée pour aller Mhm. à la rencontre des lycéens et à leur présenter mon Ça, c'est parcours. top. Parce que je Ouais, sais que c'est moi, top il y a ça. quelques années, j'étais à leur place et je savais pas tout ce qui existait. Parce qu'en fait, on nous stresse, au Mhm. lycée, on nous stresse avec l'orientation, à nous dire, mais il faut que vous choisissiez votre voie, etc. et tout, sauf qu'on nous donne pas tous les éléments, en fait. Il y a plein de choses qu'on sait pas. C'est ça, Donc, exactement. voilà, c'est aussi à nous, moi, je pense, d'aller vers les élèves, donc au lycée notamment, quand ils doivent faire leur choix, et essayer de discuter avec eux, de leur montrer tout ce qu'il existe, Mm. en fait, enfin, à notre échelle, en tout cas, quoi. Donc, Je suis 100% d'accord avec toi et je te remercie beaucoup encore une hmm. fois. C'était vraiment très intéressant. Et puis c'est top, comme tu dis, aller à la rencontre des jeunes. Moi, j'ai aussi fait ça où je présentais mon parcours. Ils peuvent poser des questions, ils se rendent compte que, ben, ne serait-ce que même pour le rôle modèle, en Ouais, fait, parce qu'on ne exactement, voit ouais. pas beaucoup de scientifiques Hmm. caribéens, donc c'est super important. Donc, ben, merci Ouais, beaucoup, je t'en Aurélie. prie. Euh, je pense qu'on restera en contact pour savoir un petit peu Avec ben, plaisir. comment tu évolues, comment ton parcours avance au fur et à mesure de ben, tes différents Hmm. postes. Donc, je te dis à bientôt et puis merci Mais je encore. t'en prie, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sous la plateforme de ton choix. À très vite!